Bravo, bravo, l'équipe de France qui a donc gagné son match contre la Norvège 2 buts à 0 et qui valide ainsi donc son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Nations 2025. Donc ces phases finales se dérouleront en octobre 2025. Donc on a le temps de s'y projeter, bien évidemment. Bravo donc à l'équipe de France. Au bout de 4 journées donc d'être qualifié, c'est super. Ça va permettre à Laurent Bonadei de travailler plus sereinement sur les 2 dernières journées. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus, j'espère, pour des raisons que j'expliquerai un peu plus tard. J'espère qu'il ne va pas être tenté de faire tourner plus que de raison euh, euh, cette équipe, les joueuses, le 11 titulaire. Je reviendrai encore une fois sur les raisons qui me poussent à avoir cette position-là. Quoi qu'il en soit, donc c'est de la belle ouvrage. Donc bravo Laurent Bonadei, ça lui permet quand même voilà, de gagner en crédibilité, d'asseoir une forme de légitimité au sein de cette équipe. On sait que c'est un bleu, sans jeu de mots, à la tête des tricolores, hein, des joueuses françaises. Il n'a pas vraiment d'expérience, si ce n'est qu'il a été dans le staff d'Hervé Renard donc auparavant. C'est pour ça qu'on ne va pas non plus sauter au plafond, parce que certes l'équipe des France est qualifiée très rapidement pour les demi-finales de la Ligue des Nations, mais Hervé Renard s'était également qualifié pour les demi-finales pour la première édition l'année dernière et était même allé en finale. Jouer la possibilité de gagner cette Ligue des Nations contre l'Espagne. Donc là, voilà, on ne va pas non plus verser dans l'euphorie. On est content. Je pense quand même qu'il est sur la bonne voie. Il a lancé, initié donc une dynamique de victoire. Il faut l'entretenir absolument. Donc c'est très bien. Les résultats sont là. Les résultats sont indiscutables. C'est parfait. On va revenir donc dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Fatmer Football, la chaîne du foot féminin. On va revenir dans cette vidéo sur le match. On va essayer de le décrypter, même si ça va être quand même un décryptage, on va dire, sommaire. Euh, voilà, parce que le match restera pas dans les annales. Ça n'a pas été un énorme match des Bleus, ça c'est sûr. On va quand même parler de quelques faits marquants. On va parler des schémas tactiques, bien évidemment. On va parler des enjeux, mais ils sont évidents. On va parler du déroulé du match. Et puis enfin, on mettra une ou deux notes sur des joueuses qui sont ressorties dans ce match. Je voulais quand même, avant de lancer donc, la vidéo, remercier chaudement les personnes qui prennent le temps de me mettre des commentaires. Ça permet vraiment déjà d'interagir avec vous, d'avoir quand même un- un- une indication de comment vous ressentez mes vidéos, mes axes d'amélioration également pour que je puisse progresser, faire progresser la chaîne. L'idée, c'est quand même que la chaîne gonfle, bien évidemment, et touche le plus grand nombre. On veut parler du foot féminin. C'est un espace de communication qui leur est dédié. Donc je compte sur votre soutien, votre force qui est nécessaire pour que cet objectif soit réalisé. Voilà, j'en termine là-dessus et on lance donc les hostilités, si je puis dire, avec les schémas tactiques. On le sait très bien, Laurent Bonadei donc, a mis en place donc, le 4-3-3 depuis quelques matchs maintenant. Il reste sur cette composition tactique, si je puis dire, pour l'équipe de France. Il doit penser, et il a raison de le penser, que c'est le schéma tactique qui sied le mieux aux joueuses qu'il choisit donc de sélectionner pour cette équipe de France. C'est le schéma tactique qui convient le mieux aux joueuses donc, qu'il a sous la main. Et puis c'est un schéma qui permet vraiment de se rassurer défensivement et de se projeter en nombre offensivement. Donc le schéma tactique en 4-3-3, voilà, pour une équipe comme l'équipe de France qui a beaucoup de fébrilité,
beaucoup de sautes aussi de concentration dans un match. Ce 4-3-3, euh, voilà, offre moins de déséquilibre que d'autres schémas comme le 3-5-2 par exemple, ou même le 4-4-2. Donc sur ce 4-3-3, en fait, il part avec sensiblement les mêmes joueuses. Après, il fait aussi en fonction des blessures. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo, par exemple pour Wendy Renard. Wendy Renard qui n'a pas joué le match contre la Suisse. J'avais laissé entendre dans ma vidéo. Je vous les invite à aller la regarder. Donc certainement qu'elle avait une gêne ou une blessure et que si c'était le cas, on la verrait certainement pas pour le match d'après, donc contre la Norvège. Et donc ça a été le cas puisqu'elle est rentrée à l'infirmerie à Lyon, rejoindre sa collègue, donc Kadi Diani. J'espère que pour les deux, ce n'est pas grand-chose. On sait qu'il y a aussi des échéances importantes en club, notamment en Ligue des Champions, en Ligue des Championnes, puisque Lyon va affronter Arsenal en demi-finale. Donc il faut que ces joueuses soient en pleine forme pour que Lyon dispose de ses meilleurs atouts. Donc, exit Wendy Renard, on fait jouer donc Grijembok et Maël Lacrar. Je trouve que cette association est l'association qu'on devrait mettre en place à tous les matchs. Et donc, je sous-entends que Wendy Renard viendrait en renfort remplacer l'une et l'autre en cours de match. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire concernant l'équipe de France. Grijembok, c'est l'assurance tout risque, c'est la sécurité sociale de l'équipe de France. Et Maël Lacrar, à ses côtés, va gagner en consistance, va pouvoir se révéler en tant que en défense, à côté voilà, de la maîtresse de la défense, si je puis dire, euh, parce que Mbok apporte beaucoup. Alors quand elle est à 100%, bien sûr, et j'espère que son corps la laissera tranquille, quand elle est à 100%, c'est la joueuse qui dégage le plus de sérénité et c'est la meilleure joueuse des trois. Wendy Renard est extraordinaire, mais elle est sur la pente descendante. Elle a quand même 34 ans. Il faut pouvoir gérer son temps de jeu en fonction de ça. Mais Lacrar, c'est l'avenir. Elle a de la personnalité, elle commence à avoir de l'expérience, elle commence à emmagasiner des matchs de très haut niveau, en club avec le Real de Madrid, mais aussi donc en équipe de France, où elle doit véritablement se révéler à l'aune de cet euro qui arrive à grands pas. Un peu plus haut, donc, on a un milieu de terrain à 3 avec un triangle inversé. Là, Sandy Toletti n'est pas là, donc on la remplace par Oriane Jean-François, la joueuse de Chelsea, avec donc en milieu relayeuse Sakina Karchaoui et Grace Guillero. Et la ligne de 3 attaquantes avec Sandy Baltimore à gauche, la joueuse la plus en forme de l'équipe. Côté droit, Melvin Mallard, puisqu'elle remplace Kadi Diani, blessée. Et enfin, à la pointe de cette attaque, on retrouve Marie-Antoinette Katoto. Côté Norvège, bon, une fois que vous enlevez Caroline Graham Hansen, qui est blessée, hein, on le sait, qui est restée à Barcelone, vous enlevez Ada Egerberg, qui visiblement n'est pas venue durant la trêve internationale. Alors, j'espère qu'elle est pas blessée, j'en aurais entendu parler, j'ai pas vu quoi que ce soit dans ce sens, mais elle n'est pas là, donc peut-être qu'elle a jugé que c'était mieux qu'elle reste à Lyon pour se concentrer sur la dernière ligne droite pour son club, et qu'elle a pensé que les jeux étaient faits pour la Norvège concernant une éventuelle qualification pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Je ne sais pas trop. Parce que c'est vrai que sur la trêve précédente, elle était quand même capitaine, elle a joué un rôle important, c'était son retour. Mais j'ai pas plus d'informations que ça, donc si vous en savez plus concernant Ada Egerberg, dites-le moi dans la barre des commentaires. Donc quand vous enlevez ces deux joueuses, bah, l'équipe de Norvège est plus que passable. C'est une équipe voilà, sans surprise, sans créativité.
un énorme bloc de glace, si je puis dire, qui, on le verra dans le déroulé du match, s'est fissuré au fur et à mesure des coups de boutoir de l'équipe de France. Voilà pour le schéma tactique. Bon, pour les enjeux, ça tient en une phrase. Pour la Norvège, gagner, c'était synonyme de possibilité encore de se qualifier pour d'éventuelles demi-finales de Ligue des Nations. Donc je mets beaucoup de conditionnels, bien évidemment, dans cette phrase. Pour la France, gagner, c'était valider son ticket pour le dernier carré donc de la Ligue des Nations. Voilà. On va tirer le fil du match sur un terrain qui était quand même très gras. On sait que les terrains dans le nord de l'Europe, notamment pour les équipes féminines, c'est soit vous jouez sur un terrain synthétique, soit vous jouez sur un terrain détrempé, gras, euh, voilà, qui empêche de développer un jeu spectaculaire, un jeu, le fameux toqué sud-américain sur ce type de terrain, c'est vraiment très difficile. Alors pour l'équipe de France, en plus, face à un bloc très compact, c'est comme ça qu'aussi jouent les équipes nordiques, comptant vraiment sur des coups de pied arrêtés pour faire la différence en général, mais au niveau du jeu, de la créativité, on repassera. Donc là, c'était pareil pour cette équipe de Norvège, d'autant plus qu'elle était privée de ses atouts créatifs, et en plus d'une finisseuse incroyable en la personne d'Ada Hegerberg. Donc ça fait beaucoup pour cette équipe, donc qui a joué derrière, en bloc compact, et qui a essayé de bouchonner les espaces autant qu'elle pouvait le faire. Face à ça, l'équipe de France est armée de patience, a essayé de construire tant bien que mal son jeu, mais c'est sous les différents coups de boutoir, donc notamment des ailières que sont Sandy Baltimore et Melvin Mallard, que finalement ce bloc s'est fissuré en toute fin de match, dans le dernier quart d'heure notamment, et par l'entremise donc de Sandy Baltimore a pu donc se libérer un petit peu dans ce match. Donc le premier but libérateur par l'entremise de Sandy Baltimore, et la France double le score grâce à Clara Matteo qui venait d'entrer donc en jeu, et dans la minute donc qui suit son entrée, elle marque un joli but avec une tête décroisée, servie par Selma Bacha. On connaît son adresse sur les centres. Là, c'était un centre au cordeau qui a fait mouche. Bravo à Clara Matteo, parce que je pense que ça lui a fait du bien. Quand on voit toutes les joueuses qui l'ont congratulée ensuite, on sent bien que quelque chose lui pesait. Alors oui, effectivement, Laurent Bonadei avait décidé de se passer de ses services quand il a été intronisé sur les premiers matchs, alors qu'elle cartonnait. Elle cartonnait en première ligue Arkema, donc vous pouvez vous poser des questions et savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je suis écarté alors que je suis tellement performante en club? Donc c'est très bien que Laurent Bonadei l'ait appelée, c'est une joueuse intéressante. Si elle peut retranscrire son efficacité, l'efficacité qu'elle connaît dans le championnat de France au niveau international, c'est tout bénef pour les Bleus. Donc ça serait dommage de s'en priver, ça serait une arme supplémentaire pour Laurent Bonadei, pour l'équipe de France, et c'est tant mieux comme ça. Donc bravo à Clara Matteo. Voilà pour le déroulé du match, hein, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Allez, c'est l'heure du conseil de classe. Si tu es encore là donc à regarder la vidéo, c'est que tu aimes le foot féminin, donc n'hésite pas à t'abonner. C'est vraiment très important pour la chaîne. Alors, je vais noter vraiment deux joueuses, notamment chez les Bleus. Donc, en premier lieu, je vais noter la buteuse Sandy Baltimore, qui a la meilleure note de l'ensemble des joueuses sur le terrain. Je lui mets la note de 9 sur 10. C'est aussi une note qui la récompense sur les derniers matchs aussi, hein, je ne vous le cache pas. Mais dans ce match, voilà,
Sandy Baltimore est une joueuse qui percute, qui, euh, qui aime provoquer, qui n'hésite pas à même permuter avec Melvin Mallard dans ce match. Euh, Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour déstabiliser les défenses adverses et c'est une arme incroyable pour l'équipe de France. Et son but, donc, vient récompenser ce travail. Elle est vraiment dans une superbe dynamique, donc c'est très bien pour l'équipe de France aussi et j'espère qu'elle la maintiendra tout au long de l'été jusqu'à l'Euro, bien évidemment. Je vais mettre la note de 8 sur 10 à son pendant, donc à droite, qui était Melvin Mallard, même si les deux ont permuté, je l'ai dit, hein. Donc Melvin Mallard, un peu dans la même veine, qui a beaucoup provoqué, qui n'a pas hésité à, à, comment dire, à percuter. Voilà, percuter, c'est le mot que je cherchais. A beaucoup tenté, donc sans l'efficacité qui lui aurait permis peut-être d'ouvrir son compteur but avec les Bleus. Euh, mais c'est une Melvin Manard. J'avais demandé à Laurent Bonadei, sur sa première titularisation, de lui redonner une chance. C'est bien qu'il l'ait fait. Elle veut, elle se montre, elle se cache pas. Elle prend le ballon, elle va provoquer, elle va percuter, elle tente. Elle n'a pas eu cette efficacité, encore une fois, mais elle se montre. Et ça, c'est très bien. Et elle sera récompensée, j'en suis sûr, pour les prochains matchs. Il faut la mettre dans les bagages pour l'Euro. C'est une joueuse qui pourra nous rendre de grands services. Voilà pour les notes. Je vais vous remercier. Je vais quand même finir sur la qualification donc, de l'équipe de France qui permet quand même à Laurent Bonadei donc, d'appréhender les deux derniers matchs tranquillement. Voilà, à la cool. Il a pas de pression, pour autant qu'il ne fasse pas de bêtises. Et quand je dis ça, je pense à ce qu'avait fait son prédécesseur, Hervé Renard. Et il était dans le staff d'ailleurs à l'époque, donc j'espère qu'il s'en souvient. Quand Hervé Renard avait mené une campagne brillante donc pour la qualification pour l'Euro 2025, on avait fait premier du groupe devant l'Angleterre notamment. Pour le dernier match qui se jouait en Irlande, Hervé Renard avait décidé donc de mettre au repos les joueuses qu'il avait l'habitude de faire jouer et de mettre une équipe totalement inédite sur le terrain. Mal lui en a pris puisque ça a été de la bouillie de football de la part de l'équipe de France qui s'est fait marcher dessus par l'Irlande et qui a perdu son match 3 buts à 0, ce qui a cassé donc la dynamique des Bleus à l'époque. Je crois qu'en plus, à cette époque-là, on était au plus haut au rang FIFA donc pour les nations. Je crois qu'on était deuxième ou troisième nation à cette époque-là. Et derrière, ça a été la dégringolade. Donc cette dynamique a été cassée, a été vraiment néfaste pour l'équipe de France ensuite, et notamment pour les Jeux Olympiques. Et je l'avais pressenti, encore une fois. Quand je dis que je suis un oracle, je suis pas loin de la vérité, les amis. J'ai fait pas mal de prédictions sur ma chaîne qui se sont tous avérées. Donc je vous invite à aller voir mes vidéos, les vidéos que j'avais faites avant les JO, notamment. C'était mes premières vidéos sur la chaîne. Et j'ai fait des masterclass à ce niveau-là. Donc je vous invite vraiment à aller les découvrir. Après, j'ai parlé de prédictions en fin d'année, sur l'année 2025. J'avais prédit aussi la titularisation d'Ada Hegerberg dans le dernier tiers euh, de, de la saison, euh, alors que tout le monde pleurait concernant la situation d'Ada Hegerberg en disant que, notamment en parlant de Lyon, en disant qu'elle allait partir de Lyon. Et moi, je disais non, Ada Hegerberg, elle est la pièce maîtresse dans la philosophie de jeu que souhaite mettre en place Joe Montemurro. Donc il ne pourra pas s'en priver. Et on commence à la voir titulaire, et je vous dis, c'est pas fini là-dessus. Elle sera titulaire en Ligue des Champions contre Arsenal, vous verrez. Si elle n'est pas blessée, hein, bien évidemment. Ça, c'est autre chose. Donc voilà les amis,
Je voulais vous remercier vraiment beaucoup. Merci d'interagir avec moi. Continuez à mettre des commentaires, à mettre des pouces, à partager la vidéo. Voilà, faites vivre la chaîne, c'est très important. Bonne continuation, va va voum!